Bonjour, vous écoutez le podcast Regard Queer, le podcast créé par 8 étudiantes et étudiants de l'Université de Tours et le festival de cinéma LGBT Désir. Durant 4 semaines, notre équipe est partie à la rencontre de personnalités du monde des médias, mais pas n'importe quelle personnalité, celles qui s'intéressent et travaillent à comprendre et faire comprendre la cause LGBT, celles qui mettent en lumière l'imbrication intersectionnelle des sujets. Bonne écoute. Salut, moi c'est Emma, étudiante en master de sociologie. Et moi c'est Marion, étudiante en master de journalisme. Dans cet épisode, nous avons rencontré Camille Regache, journaliste indépendante, autrice et productrice. Elle est notamment la créatrice du podcast Camille, diffusé sur Binge Audio et Slate. Ce podcast traite des questions de genre et de sexualité en lien avec de nombreux thèmes, comme le cinéma, la politique, les jeux vidéo ou encore la mode. Son podcast part d'une idée de base. Vivre en société, c'est vivre en hétérosexualité. Cette phrase-là, c'est celle qui est à l'origine de tout le podcast Camille. Et épisode après épisode, on passe notre temps à décliner cette phrase, à l'illustrer avec des exemples d'aujourd'hui. Parce que oui, on vit encore aujourd'hui en hétérosexualité. Cet extrait est issu du dernier épisode de Camille, Sexy Vitig, diffusé en juillet 2021. Il est l'un de ceux qui nous ont poussés à nous intéresser à Camille Regache et à sa façon inédite d'aborder les questions LGBT+, et féministes. Avec elle, nous avons parlé de ses études au Centre de formation des journalistes, de son parcours journalistique et militant. De la progression des médias sur les questions LGBT+, mais aussi leurs axes de progression. Et les résistances dans le milieu du journalisme. Dans cet épisode de Regard Queer, on vous partage cet entretien passionnant. Bonne écoute! Je sors diplômée de l'école en 2015, je travaille un peu à France Bleu et très rapidement, je vais dans une radio associative qui s'appelle Radio Campus Paris et j'y vais faire un service civique. Un choix qui est assez peu compris par les personnes qui m'ont formée au journalisme ou qui considèrent que c'est peut-être pas assez, élitiste, valorisé, à la hauteur des études que j'ai faites, etc. etc. Je choisis d'aller à Radio Campus Paris parce que j'ai besoin d'avoir un endroit dans lequel, en fait, je me sens plutôt bien, dans lequel, en fait, je vais transmettre des connaissances. Et donc, du coup, je vais être pendant 1 an la rédactrice en chef d'une émission quotidienne d'actu qui s'appelle, et c'est pas une blague, la matinale de 19h. Puisque c'est une émission d'1 heure entre 19h et 20h, car Radio Campus Paris est une radio qui émet en demi-fréquence sur la FM. Donc, la prise d'antenne se fait à 17h30. Et en fait, du coup, j'apprends à d'autres personnes à faire du journalisme, ce qui, moi, m'aide beaucoup dans le fait de me rassurer que je sais faire du journalisme et que c'est une compétence qui se transmet. Donc, j'y rencontre pas mal de gens à Radio Campus Paris. Je vais amener à être ensuite membre du bureau de l'association, du CA. Et surtout, en fait, je vais y lancer avec des collègues, copains, copines, une émission LGBT qui s'appelait Le Placard. Elle s'est arrêtée aujourd'hui. Elle a été... Le flambeau a été repris par une autre équipe à Radio Campus Paris qui fait l'émission Le Lobby. Donc nous étions Le Placard, qui était une émission qu'on avait intitulée de manière un peu ironique, une émission hétéro-friendly dans laquelle on faisait des émissions thématiques en fait. La première émission, c'était forcément sur le coming out. Et on a fait ça pendant 3 ans. À la fin, on faisait un petit peu des podcasts aussi. On faisait des émissions d'1 demi-heure, plus axées sur le format podcast. Pourquoi je raconte tout ça ? C'est parce qu'en fait, c'est parce que j'ai fait cette émission que je me suis rendu compte que parler de questions LGBT, c'était compliqué en termes médiatiques. C'est-à-dire que notre émission LGBT, nos copains et copines LGBT l'écoutaient pas trop parce qu'on faisait une émission assez sérieuse, d'actualité, on se marrait bien, mais il y avait quand même du sérieux dedans. Et on avait assez peu de copains copines LGBT qui écoutaient en se disant, bon, oui, est-ce qu'on a vraiment envie d'écouter du contenu LGBT alors qu'on le vit tous les jours dans la vie, etc. Bon, d'accord. Et puis surtout, je me rendais compte que les copains, les copines hétéros n'écoutaient pas en disant « je vois pas trop en quoi ça me concerne vos histoires, quoi. C'est bien, tu te marres avec tes potes, c'est cool. Mais en fait, moi, je vais pas écouter parce que je vois pas trop ce que ça m'apprend, quoi. » Et c'est à partir du coup du Placard et ce constat-là que je me suis dit « Putain, j'aimerais bien faire un jour quand même une émission, quelque chose qui, en fait, puisse être écouté par tout le monde, qui parle de questions de sexualité et de positionnement politique dans la société, et une émission qui puisse faire comprendre aux hétéros, en fait, que concrètement, eux aussi ont une position, une responsabilité là-dedans, et que les questions qui sont étiquetées LGBT sont des questions qui les concernent aussi. »
Et je rejoins l'équipe de Binge Audio, au tout début de Binge Audio, en 2017. Et j'y rentre pour faire, non pas du journalisme, donc pas faire de podcast en mon nom, mais j'y rentre pour faire de la production, de l'édition, de la diffusion, en tout cas tout ce qui est dans les coulisses, on va dire, des entreprises médiatiques. En fait, tous les métiers qui sont autour du journalisme, qui sont du journalisme aussi, mais qu'on ne présente pas forcément ou qu'on connaît assez peu quand on n'est pas de la profession. Je suis toujours à la JL, tout à fait. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai rejoint la JL, qui est une association qui regroupe des journalistes LGBT, mais également des étudiants en journalisme LGBT. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans de carte de presse pour rejoindre l'association. La JL a un peu pour tradition de faire des études médias, donc en fait sur un tenté d'étudier un aspect particulier du traitement médiatique des questions LGBT. Et cette année, là, on est en train de boucler, en train de préparer une étude sur le traitement médiatique des transidentités dans la presse quotidienne en ligne française. Je travaille à ça en ce moment, dans un contexte de vague de transphobie assez importante dans les médias. Et donc, on va essayer d'analyser ça sur quelles sont les stratégies de différents médias pour traiter ces questions-là. Aujourd'hui, je suis journaliste indépendante, pigiste. J'ai rejoint un collectif de journalistes qui s'appelle le collectif Hors Cadre. On est une vingtaine de journalistes pigistes qui travaillent sur des questions assez larges. On n'est pas tous, toutes sur des questions féministes LGBT, un peu. J'ai envie de continuer à traiter des questions LGBT et de normes hétéro. Pas que ça, forcément, car traiter de questions de domination, de discrimination, quand on est soi-même en plus l'objet de cette discrimination, c'est quelque chose de particulier. Et j'aimerais arriver à équilibrer un petit peu mon travail pour parler de choses comme, blague par rapport à ce que j'ai dit précédemment, des châteaux d'eau, par exemple, et autres sujets un peu moins politiques, un peu plus, je ne veux pas dire léger, ce serait faux de dire léger, mais en tout cas, d'autres sujets qui impliquent moins une présence, une réflexion, une énergie qui vient également de ce qui est vécu dans le sens intimité et sur ces questions-là. Pas forcément que de l'audio non plus, pour changer un petit peu de média. Et entre-temps, je suis toujours conviée à animer des tables rondes sur les parentalités queer, intervenir sur ce que c'est que la narration de soi, de l'intime quand on est une personne queer, et donc du coup ce que ça donne comme production politique. Donc je suis toujours encore interrogée sur ces questions et c'est très bien. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre les médias traditionnels et les médias de type podcast? Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y aurait cette ouverture un peu du podcast? En tout cas, c'est l'impression qu'on a que le podcast serait plus ouvert sur les questions LGBT, par exemple. Le podcast, c'est un endroit médiatique particulier dans lequel la majorité des podcasts qui sont accessibles et qu'on peut écouter sont des podcasts qui ne sont pas produits par des médias selon des logiques de production médiatique classiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de podcasts qui sont des productions de gens qui font ça tout seuls, parfois dans des conditions qui sont pro ou semi-pro, mais qui ne sont pas rémunérés pour le travail qu'ils ou elles font. Donc il y a déjà une distinction à faire parce que de la production de médias installés qui rémunèrent les personnes qui travaillent pour eux pour produire du podcast, en fait, il y en a peu. Il y a des radios déjà installées qui font du coup de la production audio diffusée sous forme podcast, mais qui savaient déjà faire de la production audio hertzien depuis très longtemps, podcast de France Culture, etc. etc. Et après, il y a des podcasts indépendants, des podcasts en fait qu'on consomme qui sont faits par des personnes concernées, par des féministes, par des personnes qui ont d'autres métiers dans la vraie vie. Pour elles, c'est pas un mode de rémunération, c'est pas un travail, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et beaucoup de compétences, mais pas quelque chose qui est de l'ordre du professionnel. Et donc, ça fait déjà une différence. C'est-à-dire que le podcast, c'est un espace d'expression pour des personnes minorisées, des personnes féministes, etc. Mais c'est pas un endroit de production journalistique traditionnelle. Si on prend vraiment uniquement les podcasts qui sont produits par des boîtes de production, Binge Audio, Nouvelles Écoutes, et pourquoi ils sont florissants aujourd'hui, c'est parce que le podcast à l'époque, quand il commence à arriver en France, donc 2016-2017, c'est un espace où il n'y a justement pas encore de logique, par exemple, de marché. Enfin, c'est pas un espace masculin, c'est un espace minorisé, donc c'est un espace sur lequel, en fait, en tant que femme, en tant que personne minorisée, on peut aller. Ensuite, c'est un média qui est à la demande, c'est-à-dire que par définition, il ne s'adresse pas au plus grand nombre. Pour écouter un podcast, il faut savoir qu'il existe, on le recommande, entre pairs, dans des cercles de sociabilité, et du coup, on touche des publics qui sont dits, entre guillemets, de niche.
Si vous voulez faire un podcast sur votre grande passion pour les châteaux d'eau, par exemple, je ne vous dis pas ça au hasard, je suis assez fascinée par les châteaux d'eau, vous pouvez faire une émission sur les châteaux d'eau, vous trouverez un public de fans de châteaux d'eau. Il n'y aura pas d'émission sur les châteaux d'eau à France Inter, parce que la logique de diffusion est d'une logique de masse. Le podcast a une logique de diffusion plutôt de groupe d'affinité, je dirais pas de minorité, parce que le podcast est énormément écouté aujourd'hui, qui permet à des personnes qui voulaient depuis des années faire des productions médiatiques sur les questions de racisme, des questions raciales et de témoignages de vécu de personnes racisées dans cette société, qui ont dû proposer certainement tout un tas de sujets à des médias mainstream qui sont en majorité dirigés, organisés par des personnes blanches. On leur dit ça n'intéresse personne. Bon, surprise, dès qu'on fait des podcasts sur ces questions-là, ça intéresse tout le monde et en plus plein de personnes blanches. Incroyable. C'est fou, n'est-ce pas? Donc le podcast, c'est ça en fait, surtout c'est un format qui permet d'aller voir certaines personnes qui elles-mêmes vont sélectionner leur centre d'intérêt. Et puis ensuite, le podcast, c'est un milieu dans lequel il n'y a pas non plus beaucoup d'argent aussi. C'est pas un endroit en fait où il y a des enjeux de pouvoir ou d'argent, de rémunération, d'influence qui sont énormes. Tout ça joue en fait sur les comportements genrés des personnes, c'est-à-dire que le podcast n'est pas un endroit forcément intéressant à investir quand on est un homme blanc cisgenre aujourd'hui. Moi, je crée Camille en podcast déjà parce que je suis passionnée d'audio. Et ensuite, je fais Camille en audio aussi parce qu'il y a un avantage énorme au podcast, au-delà de sélectionner à qui on parle, c'est qu'en fait, c'est un programme qui se fait à la demande, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin, comme dans une émission de radio, de raccrocher les wagons. C'est-à-dire que vous faites une émission de radio, vous commencez à pile, il est 45, il faut répéter aux gens qui viennent de vous récupérer sur la FM dans leur voiture, dans l'autoroute, de dire bonjour, vous écoutez bien machin, on est avec truc, il est telle heure, on est encore ensemble pendant 10 minutes, etc., etc. Avec le podcast, on peut dire tu as cliqué ici, auditeur, auditrice, super, suis-moi, on va en fait faire tout un chemin de pensée ensemble du début à la fin. Et ça, c'est pas du tout anodin et c'est un format qui permet de faire des émissions qui sont beaucoup plus didactiques, en tout cas qui permettent de dérouler une pensée qui est plus fine. En tout cas, on peut prendre un peu le temps de dire alors vas-y, accroche-toi, etc. On fait une étape dans la pensée, on avance quoi. Et ça, c'était pas permis par d'autres médias parce qu'en fait, c'est quand même assez spécifique au podcast de créer cette espèce de bulle et de dire tu écoutes, on est parti voilà pour c'est marqué sur ton application 30 minutes, allons-y quoi. Ça me permettait de traiter de sujets qui ont l'air compliqués pour tout le monde, car le terme norme hétéronormativité, on dit waouh, qu'est-ce que c'est compliqué. Ça permettait de le faire d'une manière qui n'était pas pédagogique, mais en tout cas on y allait pas à pas quoi. Ça aide pour les questions LGBT parce que oh là là, LGBT, on n'y comprend rien. Oh là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas la différence entre c'est quoi identité de genre, orientation sexuelle, je vois pas la différence, je suis perdue. Les personnes qui ne sont pas concernées ont une tendance à considérer que c'est compliqué parce qu'en fait, comme ça ne nous regarde pas, on ne prend pas le temps de se poser la question et de dire ah tiens, qu'est-ce que c'est, pourquoi? Moi, ce que j'essaie de faire avec le podcast, c'était de dire ça vous concerne aussi. LGBT, ça ne veut rien dire en soi. LGBT, c'est une définition d'un ensemble de personnes par rapport à une norme et en fait, ça restreint beaucoup de personnes parce que des personnes qui ne sont pas cisgenres et hétérosexuelles, il y en a pas mal dans cette société. Mais il fallait retourner la question pour faire comprendre aux personnes cisgenres et hétérosexuelles qu'elles-mêmes avaient une orientation sexuelle. Que l'hétérosexualité, ça se nomme. Qu'au-delà de ça, l'hétérosexualité, c'est pas simplement une préférence sexuelle, c'est avant tout en fait un système politique dans lequel les personnes hétéros sont baignées. Je vous laisse imaginer le temps que ça m'a pris pour faire comprendre aux gens autour de moi, ma rédaction, mes collègues, que l'hétérosexualité est un système politique. Pour expliquer ça, il faut un peu de temps. Et du coup, il faut aussi des exemples. Et donc, le podcast permettait ça, en fait, de prendre des exemples de ce que c'est qu'une norme hétéro. Quand j'explique mon projet de podcast à ma rédaction en 2019, c'est pas du tout évident. Aujourd'hui, on peut en parler ensemble et on considérait que tout ça est tout à fait logique. On peut discuter de ce que c'est que défaire une norme hétérosexuelle. Il y a encore 3 ans, c'était pas du tout quelque chose, un vocabulaire, une manière de penser qui était considérée comme intelligible. Le podcast Camille, il existe parce qu'à Binge Audio, on recevait des propositions de podcasts sur les questions LGBT. Et collectivement, à chaque fois qu'on étudiait les propositions en interne, on se disait il manque quelque chose, c'est du témoignage de personnes concernées, d'accord, mais c'est pas tellement ce qu'on fait à Binge Audio, on fait pas du témoignage. Et puis un jour, en réunion de rédaction, on s'est dit tiens, en fait, on reçoit des propositions de questions LGBT. Moi, ça faisait quelques mois déjà que je poussais un peu en disant on parle de féminisme, on parle de questions antiracistes. Il y a quand même un endroit
où les médias ne vont jamais, ce sont les questions LGBT, ni sur France Inter, ni sur d'autres podcasts. Et j'avais donc dit, à l'époque, c'est un espace qui n'est pas encore occupé. Et du coup, il faut qu'on réfléchisse à ça, quoi. Et ils m'ont dit, bon, bah, si tu veux y réfléchir, propose-nous quelque chose et on en discute, quoi. Du coup, je leur ai proposé de faire une émission qui serait un retournement, en fait, de questions, plutôt que de dire, on parle de questions LGBT. Eh ben, retournons la question et disons, qu'est-ce qui fait le lien entre toutes les personnes LGBT? C'est leur opposition à la norme cis-hétéro. Eh bien, faisons une émission qui permet d'identifier ce que c'est que cette norme, en fait, et pourquoi elle pèse sur tout le monde, les personnes LGBT et aussi les personnes cis-hétéros qui, en fait, ne voient même pas qu'ils sont contraints par des injonctions, par des lois, par des normes qui font qu'en fait, ils sont cis-het sans se poser la question, quoi, quelque part. La réflexion, elle venait de là. Je leur ai proposé de faire le premier épisode sur pourquoi je peux dire PD et pas toi, qui a été donc le premier épisode du podcast, et ça a commencé comme ça. Moi, j'avais vraiment l'intuition de me dire, il faut absolument faire un podcast qui puisse être écouté par des personnes hétéros, c'est important. Il faut les éduquer, elles. Les personnes LGBT savent ce que c'est. Et du coup, le positionnement du podcast est un peu entre deux. C'est-à-dire que moi, j'ai surtout eu des retours de personnes LGBT qui me disaient, eh ben, ça fait du bien. C'est super, je mets des mots sur ce que je ressens. Je retrouve des mots pour expliquer aux gens qui m'entourent ce que je ressens, ce que je vis au quotidien. Et disons que ça a du coup suivi plutôt ma stratégie initiale, qui était de dire les personnes LGBT vont écouter en premier. Et il faut faire des émissions qui soient possibles d'envoyer à leur entourage hétéro, problématique ou pas. D'où l'idée de faire des émissions qui étaient très didactiques et qui étaient surtout en fait sans trop de frein à l'écoute de personnes hétéros. C'est assez ouvert et volontairement. J'ai pas eu vraiment de retour de personnes hétéros. J'ai pas eu de mail, c'est surtout des personnes concernées qui viennent me voir, me disent ah voilà, j'ai bien aimé tel épisode, là-dessus je me pose des questions, là-dessus je sais pas trop. Après il y a des personnes qui m'ont écrit, je sais pas quelle était leur orientation sexuelle ou leur identité de genre aussi, hein. Je veux pas être dans une présomption d'homosexualité non plus. Mais étant donné l'audience du podcast, il est impossible qu'il n'ait été écouté que par des personnes concernées, ce qui est plutôt rassurant. Mais du coup, c'est bien, in fine. C'est-à-dire que je voulais m'adresser à des hétéros. Je pense que j'ai réussi à en toucher pas mal. L'objet podcast aujourd'hui reste comme un élément aussi de, comment dire, de transmission d'informations entre nous dans la communauté. S'il permet en fait de se transmettre des expériences, des regards, des points de vue, des réflexions. C'est extrêmement important parce qu'on a un besoin, je pense, énorme entre personnes concernées de transmettre ce qui relève de l'histoire de nos réflexions, nos parcours, les évolutions en fait de regard sur ce qui nous est arrivé, parce que la transmission de ces histoires, de ces parcours, de ces réflexions en fait est extrêmement compliquée aujourd'hui. Et chaque génération de personnes LGBT redécouvre un peu indéfiniment la poudre de ce que c'est, de ce que ça signifie, etc. Et donc en fait, ça permet de poser un jalon en disant, voilà, Monique Wittig a dit ça fait sens aujourd'hui parce que ou à telle époque, voilà, la télé-réalité, c'est comme ça, ou ça a été comme ça. Je pense que c'est important qu'on puisse témoigner aussi d'époque ou de réflexion. Et du coup, si ça sert à ça, c'est très bien aussi. Et peu importe si les hétéros sont en dehors de cette idée. Tu es passé par une école de journalisme, le CFJ. Comment tu as vécu ces 2 années et comment étaient traitées les questions LGBT+, au sein du cursus, si elles étaient traitées? Alors moi, j'ai été formée en tant que journaliste au CFJ, donc le Centre de formation des journalistes, entre 2013 et 2015. Ça commence à faire un bout de temps, 2015, mine de rien, en termes d'évolution du traitement des sujets autour des féminismes, des questions LGBT et de tout ce qu'on peut considérer de manière générale comme étant des minorités. C'est-à-dire que moi, quand je suis formée à l'école de journalisme, je suis formée à faire de l'audio. On se spécialise en termes de médias. Il n'y a pas tellement de spécialisation en termes de thématiques. En revanche, on apprend assez vite au sein d'une école où on est au contact avec des professionnels qui travaillent dans des médias, ce qui correspond à l'information qui intéresse tout le monde et de l'information qui intéresserait pas grand monde. Et à l'époque, moi, quand j'apprends le journalisme, on sous-entend que les questions minoritaires, les questions de féminisme aussi, sont pas des questions qui concernent tout le monde. Donc, c'est pas de l'information générale. Et donc, c'est une époque où, par exemple, on ne parle pas de féminicide. On ne considère pas que c'est un sujet politique à part entière, un sujet de société. C'est-à-dire qu'on parle encore, à l'époque, par exemple, j'en ai même oublié le terme, tellement je l'ai enlevé de mon esprit, de crime passionnel, par exemple.
Tous ces termes-là, en fait, qui à l'époque sont utilisés et qui sont du coup en grande partie disparus des médias aujourd'hui. Et sur les questions LGBT, moi j'apprends le journalisme en fait, juste après la manif pour tous. Et la profession, en fait, n'a pas vraiment à ce moment-là fait d'autocritique sur la manière de traiter, ce qu'a été la manif pour tous en 2013 et les débats autour de l'ouverture du mariage, aux personnes de même genre. Ça se ressent dans le fait qu'on n'en reparle pas. C'est pas un sujet qu'on va traiter réellement, bon après, il y a d'autres actualités, nationales, en 2015, on va pas se mentir. On est sur une année d'attentats et cetera, donc on a eu de quoi faire. Mais ce sont pas des questionnements qu'on a eus à l'école de journalisme, en gros. C'est à l'époque où se crée, l'AJL, l'Association des journalistes LGBT, à laquelle j'appartiens aujourd'hui, qui justement en fait, montre qu'à l'époque, eh bien, il y avait, du travail à faire, pour, informer, former les journalistes eux-mêmes, pour leur expliquer en fait, quelles étaient les bonnes manières de réfléchir au traitement médiatique que l'on fait de questions comme, l'ouverture du mariage. Les 2 ans d'école de formation, c'est 2 années qui vont très, très vite et il y a assez peu de moments où on se pose et on réfléchit exactement à ce que signifie produire de l'information. C'est normal, il me semble, enfin, c'est logique que dans une école de journalisme, on apprenne d'abord à être journaliste avant d'apprendre à être critique de son propre métier. Surtout que la critique de son propre métier ou de ses propres pratiques, elle vient juste tout simplement en pratiquant. Donc j'ai pas tellement de souvenirs, de situations, discriminantes sur les questions LGBT très particulièrement parce qu'on n'en parlait pas. Moi, j'étais pas out auprès de mes professeurs à l'époque. On n'était pas énormément de personnes LGBT out au sein de l'école et surtout, c'était pas considéré comme pertinent comme information. C'est-à-dire qu'à aucun moment, en fait, le fait d'être LGBT devenait quelque chose de pertinent dans mon parcours en tant que journaliste ou devenait un atout ou quoi que ce soit d'autre que, au contraire, un frein. Parce que c'est-à-dire que moi, en 2014-2015, quand je sais que je suis pas hétéro, je me dis: «Ça va être potentiellement, en fait, un frein dans une carrière de journaliste». À voir si c'est bien accepté ou pas. Bon, il s'avère que la profession de journaliste est quand même riche de beaucoup de personnalités LGBT. Donc c'est quelque chose qui n'est pas tellement, discriminant dans un sens très, frontal, dans certaines rédactions. À l'époque, moi, je me pose encore la question: «Est-ce que c'est une bonne chose que je le dise, je ne le dise pas?» et cetera et donc mon coming out professionnel vient beaucoup plus tard, en fait, dans mon parcours. Je crois que le contexte a quand même beaucoup changé en quelques années, là, récemment et alors moi, après, je suis pas restée très longtemps dans des rédactions, nationales. Chaque fois que je suis passée dans des médias, nationaux, j'ai pas forcément fait de coming out. Pour des raisons assez simples et des questionnements légitimes, je pense, de crédibilité professionnelle sur un marché qui, est extrêmement compétitif. Donc spontanément, on se dit, en tout cas moi je me dis à l'époque, ou je pense qu'on peut tout à fait se dire encore aujourd'hui, et ça me paraît tout à fait logique, je vais quand même pas prendre le risque de dire que je suis pas hétéro, parce qu'en fait, je sais pas comment ça va être pris en face. Comme il y a le risque toujours que ça reste un facteur de discrimination, parce qu'on n'est jamais sûr exactement de la manière dont cela va être perçu, ben, on prend pas le risque de faire un coming out. Alors je dis coming out, ça fait très solennel, mais juste de mentionner à la machine à café, à dire aux collègues: «Ah ce week-end, j'étais avec, bah, ma copine en Normandie». On prend pas le risque tant qu'on n'est pas un peu installé dans sa vie professionnelle. Et on prend pas le risque parce qu'on sait aussi qu'une fois qu'on se donne l'information, en fait, le traitement qui va être fait de ce que vous allez dire va être différent. On va dire: «Bah oui, d'accord, OK, sur ces sujets-là, tu ne peux pas être, objective ou tu vas avoir un avis qui va être, forcément biaisé». Aujourd'hui, on a des réflexions là-dessus dans la profession, notamment grâce au travail d'Alice Coffin qui, dans Génie lesbien, explique bien qu'il n'y a pas de neutralité journalistique, puisque la neutralité, de tous les cas, c'est totalement impossible à atteindre et qu'on a tous et toutes des points de vue situés. Mais la neutralité en journalisme, elle est souvent confondue avec l'objectivité et le fait d'être dans le recoupement de faits, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on pense que les journalistes sont censés ne pas avoir d'opinion, d'avis, de points de vue situés qui font que eh bien, en fait, le traitement de l'information est forcément en fonction de la personne qui le traite ou des choix qui sont faits collectivement par une rédaction. Et donc, dire qu'on est LGBT, c'est se voir refuser cette possibilité-là, en fait, cette soi-disant neutralité dans le traitement des sujets qui nous concernent. Et ça, quand on est LGBT, on le sait. Pas besoin d'avoir vécu déjà soi-même, en fait, un Red Chef qui vous dit: «Ah oui, mais du coup, tu es biaisé». On le sait, ça se sait, parce que des collègues nous l'ont dit, parce qu'on a entendu des gens le dire, parce qu'on se doute bien, en fait, qu'on n'est plus regardé de la même manière après. Et donc c'est ce qui fait que, concrètement, moi, à l'époque et encore aujourd'hui, potentiellement, je me serais posé la question: «Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas?» Et donc moi, par exemple, dire que j'étais pas hétéro, c'est arrivé à un moment où j'étais,
assez sûre de la réaction de mes employeurs pour pouvoir le faire, sachant que ce ne serait pas du coup un motif de discrimination. Après, moi j'étais à Binge Audio au tout début, donc j'étais une des seules salariées. Une fois qu'il y a d'autres personnes concernées dans la rédaction ou dans l'entreprise, ça facilite déjà grandement en fait le coming out. Et ça, c'est rendu difficile quand on est par exemple journaliste pigiste, quand on est dans des petites entreprises ou quand on est isolé en fait tout simplement dans son environnement professionnel. Je ne crois pas que être LGBT soit aujourd'hui considéré comme quelque chose d'important, d'un atout, d'une vision des choses de la société qui soit aujourd'hui considérée comme positive, un atout pour des rédactions. Peut-être que je me trompe. Mon intuition, c'est de dire que ce n'est pas encore aujourd'hui quelque chose de positif. Sur les questions de féminisme, le fait d'avoir une rédaction paritaire ou d'envoyer des femmes plutôt que des hommes en fait sur certains reportages, sachant que les pratiques journalistiques ne sont pas forcément les mêmes pour des raisons de socialisation genrée, je pense que la réflexion existe. De là à réfléchir à est-ce qu'on envoie une personne concernée ou pas concernée par des questions LGBT sur ces sujets-là, je ne suis pas sûre que ce soit encore intégré, accepté ou considéré comme normal. C'est le cas dans des endroits très minoritaires où on considère que voilà, il faut par exemple des personnes trans pour parler de personnes trans, de questions en fait qui concernent les transidentités, que c'est important. Mais ce sont des endroits qui sont très minoritaires dans les espaces médiatiques aujourd'hui, en tout cas, je crois. Mais du coup, le podcast, comme tu dis, au lieu de prendre les questions LGBT+ comme objet, il les prend comme regard. Du coup, c'est un peu prendre un point de vue queer pour traiter les sujets de société. Mais du coup, est-ce que tu pourrais définir ce regard queer ? Un regard queer sur la société, c'est en fait regarder la société depuis une marge. C'est-à-dire que c'est observer la société quand on en est exclu d'une certaine manière. Je dis exclu parce que, par exemple, le fait de pouvoir faire une PMA en tant que personne non hétéro, qu'on soit célibataire, en bi, lesbienne, en couple, en tout cas entre femmes, c'est possible en France uniquement depuis juin 2021. Ce qui signifie qu'avant juin 2021, j'ai évolué dans une société dans laquelle, en fait, pour être mère, il allait falloir avoir des stratégies obliques de contournement de ce qui était possible, autorisé, considéré comme normal. Donc un regard queer, c'est avoir du coup un regard décalé, mais contraint. Je pense que c'est pas quelque chose d'essentiel, d'essentialisant. Enfin, ça sert à rien de dire que les personnes qui sont pas hétéros portent en elles-mêmes en fait un regard différent. Je pense que c'est essentiellement parce que la société nous met dans un espace en fait où on est contraint de voir les choses différemment. Ce qui est important, c'est surtout que la société met à la marge ou met dans une position différente. On peut avoir des droits qui sont du coup, par exemple, les droits en tant que personne LGBT, on a le droit d'adopter. Puis le passage de la loi sur le mariage en 2013. C'est pour ça que dans les faits, en fait, c'est plus facile d'adopter ou juste aussi évident que pour une personne hétéro d'adopter aujourd'hui quand on a un couple qui n'est pas hétéro. Donc, en fait, même si les droits sont là, la position, le regard sur ce qu'il est possible de faire, en fait, est différent. Rien que structurellement, où est-ce qu'on a le droit d'être physiquement, dans quelle rue on peut être tranquille, quel droit on a au regard de la loi, etc. Tout ça contraint à regarder différemment ce qui nous entoure. Et c'est pour ça, en fait, qu'un podcast sur la norme hétéro, comme je l'ai fait, était possible parce qu'en fait, ça partait de mes propres réflexions en tant que personne qui n'est pas dans la norme, qui dit c'est quand même fou à quel point cette norme elle est partout. Et pas simplement sur la PMA, sur la discrimination dans la rue, mais à la télévision, à la télé-réalité, dans le rapport qu'on a avec les médecins, sur le fait d'avoir des icônes, une pop culture où on regarde un petit peu différemment que des personnes hétéros. Le regard queer, il est à la fois, il vient d'un endroit qui peut être douloureux, il vient aussi d'un endroit qui est heureux. On voit les choses différemment, donc on s'en affranchit, on devient plus libre. Et donc c'est ça aussi que j'ai essayé de faire dans le podcast, c'est de montrer à la fois à quel point il y a des choses qui sont pénibles, discriminantes, violentes, source de souffrance, et aussi quelque part source de libération, parce qu'en fait on sort de carcans qu'on nous a imposés aussi, et ça c'était quelque chose de joyeux à faire, et j'espère que c'est resté aussi dans le podcast à la fin, quoi. D'accord. Et selon toi, comment les journalistes pourraient progresser pour être plus inclusifs, être moins discriminants? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la profession en ce moment? Oh waouh! Alors, vaste sujet. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la profession aujourd'hui pour que cette profession soit plus inclusive, si je résume ta question? Il y a déjà un aspect qui est que le journalisme, dans son ensemble aujourd'hui, est un métier qui traverse une crise. Bon, après, quand on dit ça, la crise des médias, c'est quand même une crise ininterrompue depuis des années, depuis le numérique et comment est-ce qu'on finance la création, etc., etc. Bon, il s'avère qu'on est dans une configuration aujourd'hui où on a une concentration de médias qui est tenue par quelques personnes,
On a des objectifs de rentabilité de ces médias-là, du coup, qui sont compliqués dans un contexte où les gens ne s'abonnent pas forcément, où on est habitué à consommer des contenus gratuits, le podcast en faisant partie d'ailleurs. On est habitué à avoir du contenu de qualité qui demande énormément de temps, de moyens, de travail. On est habitué en tant que consommateur, consommatrice de médias à aller la voir gratuitement. Cela étant dit, les conséquences pour les journalistes, c'est qu'en fait, on a du mal aussi à se faire payer pour notre travail. Donc, il y a des conditions de travail qui sont compliquées. Pourquoi je parle de ça quand on parle de questions d'inclusivité, etc. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les questions dites minoritaires sont portées par les personnes qui sont concernées. C'est pas Jean-Michel 6-7, blanc, qui va dire « Tiens, faisons un sujet sur l'état du féminisme aujourd'hui ». Ou généralement, s'ils font ça, ça va dans le mauvais sens. Not all journaliste, mais bon, quand même. On est à peu près d'accord pour dire que le traitement de ces sujets-là est un traitement de qualité quand il est fait par des personnes concernées. Et les personnes concernées aujourd'hui, elles ont du mal à avoir des postes, ou à juste avoir une stabilité financière, de travail, en fait, dans la presse. Dans des contextes de crise, on a du mal aussi à se dire que des questions féministes LGBT sont des questions urgentes. On peut dire il y a plus que ça. Il y a la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat, le fait que les gens vont avoir du mal à chauffer, etc. Toutes ces questions-là de débat, de prioritisation entre qu'est-ce qui est le plus important, est-ce qu'il faut parler des gens pauvres qui ne vont pas pouvoir chauffer, ou est-ce qu'il faut parler en gros des débats au sein des mouvements féministes, c'est des fausses questions. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, les rédactions, mais comme n'importe quelle personne aujourd'hui en France, n'arrivent pas à penser que tout cela est une intersection, que les personnes qui vont avoir du mal à se chauffer cet hiver en cause de l'inflation, c'est aussi des femmes, seules, isolées, des personnes LGBT, des personnes trans qui sont beaucoup plus paupérisées dans la société que d'autres personnes cis. Comme on ne pense pas tout ça comme étant des intersections en fait, de discrimination, ces thématiques-là sont renvoyées dos à dos alors qu'elles ne devraient pas. Et on pense du coup encore ces questions comme étant vous les minoritaires, vous voulez parler de vous, mais ce n'est pas intéressant, alors qu'en fait, ce sont des questions qui sont capitales parce qu'elles viennent alimenter d'autres réflexions, d'autres sujets d'actualité. Je pense ensuite au fait que concrètement, les rédactions sont encore aujourd'hui tenues par des personnes qui sont en majorité des personnes d'un certain âge, qui sont souvent des hommes blancs, qui sont, je ne vais pas forcément dire toujours hétérosexuels, mais en tout cas, il y a une production médiatique qui est une production située de personnes en fait, qui ne sont du coup pas des personnes LGBT ou qui sont des femmes. Et ça a des conséquences directes sur ce qu'on considère comme étant des questions, l'importance des questions LGBT. Pour bien comprendre, lisez Alice Coffin, ou d'ailleurs écoutez-la dans le podcast qu'on a fait ensemble, autopromo. Ensuite, les journalistes, il faudrait qu'ils se forment. Donc il faudrait qu'ils lisent le kit qu'on a fait à l'AGL pour informer sans discriminer, parce qu'en fait, même si on n'est pas concerné par ces questions, en tant que journaliste, il y a une responsabilité à savoir quels sont les termes à utiliser, quels sont les écueils dans lesquels on ne tombe pas. Et donc, en fait, comme pour n'importe quel sujet qu'on traite en tant que journaliste, avant de le traiter, on s'informe. Si on traite de questions économiques, de politique publique, on s'éduque, on apprend les manières de faire, les mots, le vocabulaire. Pour des questions de société qui touchent aux questions LGBT et féministes, c'est pareil, on s'informe. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui doit être repenser dans la refonte même de ce que c'est que l'éducation aux médias et au journalisme, c'est qu'en fait, il n'y a pas de point de vue objectif possible de dire je peux traiter n'importe comment, n'importe quel sujet, parce que je suis journaliste, j'ai appris 3 principes et donc du coup, je peux traiter n'importe quel sujet. Oui, on peut traiter tous les sujets qu'on veut, mais à condition de bien s'informer et de le faire de la bonne manière. Et donc, il y a des manières de faire qui sont différentes que simplement arriver et dire je sais quand on parle de questions sur lesquelles on n'y connaît rien. Est-ce que je suis optimiste ou pessimiste? Cette question est vraiment très compliquée. Parce que je crois que je suis toujours dans un mélange assez dosé des deux. Je ne pense pas qu'on puisse s'octroyer le luxe d'être totalement optimiste sur ces questions-là. Tout simplement parce qu'il faut rester un petit peu réaliste quand on regarde autour de nous, rien que pour les questions féministes, ce qui se passe aux États-Unis pour des questions d'IVG. On ne peut pas dire, une fois qu'on a des droits, c'est bon, c'est fini, ou on en a parlé un petit peu, il y a eu un livre sur la question, etc. Bon, ça avance, les gens réfléchissent, ça va prendre du temps, mais ça va aller dans le bon sens. Je pense que, au contraire, il faut rester d'une vigilance extrême à chaque étape du parcours parce que tout ça avance ou donne l'impression d'avancer dans le bon sens, mais ne s'ancre pas. En fait, c'est comme si il y a une graine qui commence à prendre un petit peu. Tiens, ça germe, c'est sympa. Ce qui se passe dans les médias autour des questions trans en est, je pense, aujourd'hui l'incarnation. C'est-à-dire qu'on peut se dire on a un traitement médiatique un peu plus équilibré ou adapté des personnes LGBT. En fait, non, il y a toujours des endroits où ce sont des angles morts et où, en fait, ça ne va pas assez loin. Par exemple, la Star Academy.
On peut se dire 2022, les questions LGBT, c'est bon, c'est fait. Bilal Hassani est à la télévision tous les vendredis, samedis soirs sur TF1. Yanis Marshall danse en talons, c'est super. Bon, TF1, 2022, les mots gay, lesbienne, LGBT n'ont jamais été prononcés de toute la Star Academy. On ne doit pas se laisser aveugler par des avancées qui peuvent sembler significatives et qui en fait sont que des demi-avancées. Dans le journalisme, c'est un peu pareil. Oui, on parle de questions LGBT dans les médias aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on en parle vraiment bien. Ça ne veut pas dire qu'en face, il n'y a pas du coup une forme de contre-offensive en fait qui se construit. Je pense notamment au Figaro qui pond une quantité d'articles, de tribunes, de points de vue en fait de personnes tout à fait réactionnaires sur ces questions-là. Il faut rester conscient en fait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que tout ça soit ancré. Il faut qu'il y ait des personnes concernées qui prennent des postes dans les médias. Il faut que les médias puissent traiter ces questions-là sans qu'on dise que ce soit une position partisane. Donc non, le travail est encore énorme à faire. En revanche, pour finir sur notre positive tout de même, sinon ce serait vraiment horrible. La note positive, c'est qu'on est en train de discuter ensemble. C'est que j'ai eu l'opportunité de faire 35 épisodes de podcast qui sont encore accessibles sur des questions qui sont, mine de rien, assez pointues. On va pas se mentir, parler de Wittig, c'est pas non plus, voilà, ça n'arrivera pas demain sur TF1. Il y a plein de personnes qui, aujourd'hui, en fait, prennent la parole, proposent des réflexions, les partagent sur ces questions-là. Il y a des journalistes qui traitent ces questions-là de manière professionnelle, qui sont rémunérés pour ça, pour écrire dans des médias qui sont reconnus aujourd'hui. On peut utiliser des mots aujourd'hui comme norme hétéronormativité, transidentité, sans que les gens autour, en fait, considèrent qu'on leur parle d'un truc qui est très, 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 très loin d'eux. Je pense qu'on va dans le bon sens, on va pas se mentir. La différence entre ce que je vous ai raconté sur ma formation il y a quasiment maintenant 10 ans en école de journalisme et ce qui se passe aujourd'hui, en fait, il y a un écart qui est immense. Maintenant, il y a encore beaucoup de taf. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, il y a aussi des générations de journalistes LGBT qui le disent en école, qui rejoignent les JL, qui réfléchissent à ces questions-là et qui se forment aussi. Et ça veut dire que, mine de rien, tout ça avance. Et c'est joyeux aussi. Merci, ce sera le mot de la fin. Nous remercions Camille Regache de nous avoir accordé de son temps pour répondre à nos questions. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Marion Gallard et Emma Delière. Regard Queer est un podcast né de la collaboration entre l'Université de Tours et le festival de films LGBT+, Désir. Pour aller plus loin, vous pouvez écouter tous les épisodes de Camille, toujours disponibles sur les plateformes d'écoute. On vous conseille également La Pensée Straight, œuvre phare de Monique Wittig sur la norme hétérosexuelle, et Le Génie lesbien d'Alice Coffin sur les liens entre journalisme et regard LGBT+.